Patrick Caner, bonjour. Bonjour Monsieur Barbier. Merci d'être l'invité ce matin dans toute franchise, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Alors le Sénat a fait l'actualité. Hier a été rejeté en commission, vous y étiez, l'amendement du gouvernement proposant le vote par anticipation. Quelques jours après le scrutin, avant le scrutin présidentiel, on pourrait aller dans un bureau de vote et grâce à une machine à voter, préenregistrer son vote. Pourquoi et comment avez-vous rejeté cet amendement ? Alors, nous, on l'a rejeté, j'ai envie de dire, avec le cœur peiné, parce que nous sommes favorables au vote par anticipation. Le groupe socialiste, écologiste et républicain avait déposé sur d'autres élections départementales et régionales, ce même type d'avancée. Nous considérons que c'est une avancée démocratique, comme d'ailleurs le vote par correspondance. Tout ça avait été balayé à l'époque d'un revers de main par le ministre de l'Intérieur ou ses représentants, en disant, mais surtout pas, il ne faut pas toucher au mode électoral tel qu'il existe aujourd'hui depuis maintenant des dizaines d'années dans notre pays. Et donc nous l'avons rejeté malgré cette bonne idée, parce que sur la forme, c'est inacceptable. C'est-à-dire, c'est un coup tordu, c'est une manœuvre de diversion ? Je m'interroge, Monsieur Barbier. Parfois, j'ai du mal à suivre la volonté présidentielle, parce que c'est un amendement présidentiel. C'est pas un amendement gouvernemental, clairement. C'est le président de la République qui a décidé, y compris à l'insu de ses propres ministres, voire même de sa majorité, puisque la présidente de la commission des lois, semble-t-il, a découvert, comme nous, dans la presse, le dépôt de cet amendement. C'est de l'innovation, c'est de la Startup Nation. C'est surtout de la maladresse. Ça peut même être une faute sur le plan démocratique. Une faute parce qu'on ne joue pas que les démocraties par des amendements qui apparaissent comme ça 48 heures avant le vote d'un texte au Sénat. Cet amendement aurait dû être travaillé à l'Assemblée nationale, faire l'objet d'une étude d'impact, comme c'est prévu pour un projet de loi, faire l'objet d'un avis du Conseil d'État. Ça descend comme ça, Deus ex machina jupitérien, et ça fait flop. Parce que finalement, l'objectif n'est pas atteint. Il n'est pas atteint. Le vote par anticipation va être rejeté au Sénat et on ne sait pas quel sera le devenir juridique de cet amendement parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous la règle de l'entonnoir. Il y a un risque que ça n'aille pas plus loin à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il s'agissait de détourner les débats de la proportionnelle qui anime beaucoup l'Assemblée, les parlementaires ? Peut-être, mais on ne s'amuse pas avec, encore une fois, la représentation nationale pour des coups politiques. Moi, les problèmes entre le MoDem et la REM et le président de la République, j'ai envie de dire, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette élection présidentielle pourra être mieux gérée sur un plan démocratique parce qu'on aura une amélioration du process électoral et on aurait pu l'avoir dans de bonnes conditions. Eh bien là, le gouvernement, le président se met une balle dans le pied sur une idée que nous aurions pu soutenir, y compris en tant que membre de l'opposition, parce que nous ne sommes pas dans une opposition systématique. On considère que quand les choses vont dans le bon sens, eh bien, il faut savoir les accompagner. Alors, il y a une réforme du vote qui, elle, suit un chemin classique. C'est la proposition de recourir au vote par correspondance. Est-ce que cela, vous y seriez favorable ? Très favorable. J'ai envie de vous dire, tout ce qui peut diversifier l'accès au vote de nos concitoyens est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a de l'abstention qui se renforce. D'élection en élection, on le voit bien. 60% d'abstention pour l'élection du maire. Avec la Covid, évidemment, en toile de fond. Certes, mais quand même, il y a un pli qui est pris, avec une abstention qui n'est pas d'ailleurs univoque. Elle est protéiforme, cette abstention. Elle concerne telle catégorie de population pour tel vote, tel autre pour tel autre vote. Comment lutter contre ce que moi j'appelle un poison dans notre démocratie ? Eh bien, en permettant une novation dans l'accès simplement au droit de vote, comme on l'a vu d'ailleurs au Portugal. Au Portugal, qu'est-ce qui s'est passé fin janvier ? Élection du président de la République, vote par anticipation. 247 000, je crois, Portugais ont voté par anticipation la veille du vote. Ça représenterait à l'échelle de la France 1 500 000 concitoyens. Eh bien, sachons être modernes, mais modernes, pas n'importe comment, en tout cas pas en s'amusant avec la représentation nationale. Alors, la loi contre le séparatisme est passée cette semaine, mais le groupe PS à l'Assemblée nationale s'est abstenu. Vous qui allez au Sénat récupérer ce texte, quel est votre état d'esprit ? Alors, déjà, je crains qu'au Sénat, on vote contre le texte. Parce qu'il sera durci par la droite. Bien sûr. Sur le voile, enfin, je crois qu'on va avoir une caricature du texte de l'Assemblée nationale. Je crois que M. Retailleau a envie de marquer son terrain. Quand je dis M. Retailleau, président du groupe LR, on va marquer le terrain, on va vraiment le durcir, on va courir après le Front National. Et pour nous, ce sera malheureusement rédhibitoire. Parce que dans ce texte, il y a des choses intéressantes. Ce n'est pas une loi anti-musulman dans l'état actuel, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? En tout cas, la volonté, c'est de lutter contre l'islamisme politique.
et c'est une volonté que je partage. Vous savez, j'étais membre d'un gouvernement qui a subi toute une série d'attentats à partir de 2015, et je pense qu'on ne peut pas dire que les socialistes avaient été tendres avec les islamistes politiques en la matière. Donc nous sommes favorables à lutter sous toutes les formes contre l'islamisme politique. Mais simplement, ce que nous ne voulons pas, et c'est pour ça qu'il y a eu abstention de notre part à l'Assemblée nationale, c'est qu'on casse le thermomètre ou on le cache en oubliant quelles sont les causes réelles. Il faut s'attaquer aux conséquences, c'est-à-dire faire que les prédateurs ne puissent pas nuire dans notre pays, mais faire aussi qu'il n'y ait pas de prédateurs. Et pour cela, il faut aussi jouer entre l'équilibre qui est celui de la laïcité et l'équilibre social. Moi, je n'oppose pas laïcité et sociale. Pour moi, c'est indissociable. Philippe Bas, des Républicains, au Sénat, dit « La loi de 1905 suffit, on n'a pas besoin de cette nouvelle loi ». Vous partagez cet avis ? Plutôt, je pense qu'il faut appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi aujourd'hui. C'est un coup qu'a voulu jouer le gouvernement. Je pense qu'il y a un risque de retour sur lui-même, même si, objectivement, il y a des choses positives. Le financement des cultes méritait d'être revisité. C'est le cas dans la loi. Lutter contre les certificats de virginité, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Protéger les fonctionnaires. Protéger les fonctionnaires, considérer que le service public doit être neutre. Il y a des choses positives. Mais malheureusement, il manque toute la dimension égalité des chances qui est promise par le président de la République, mais qui n'existe pas dans le texte. Frédérique Vidal, elle, s'inquiète de l'islamo-gauchisme à l'université. Elle s'occupe de l'enseignement supérieur. Elle a demandé une inspection. Est-ce une manœuvre maladroite ou légitime ? Elle a demandé une enquête, pas une inspection. Une enquête au CNRS. Écoutez, elle a une inspection générale à sa disposition. S'il y a des phénomènes, entre guillemets, centrifuges, des phénomènes de présence salafiste dans des universités, qu'elle utilise l'inspection. De là à assimiler islamo-gauchisme, CNRS, université, il y a un mélange des genres que je ne partage pas. D'ailleurs, il y a une levée de bouclier aujourd'hui de tous les universitaires qui considèrent que leur ministre est en train de les stigmatiser. Donc c'est une faute politique. Elle aurait dû utiliser son inspection, ses administrateurs, ses administratifs pour pouvoir le faire là où c'était nécessaire, mais pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'université française. Les sénateurs vont travailler la loi sur la sécurité globale, qui a beaucoup défrayé la chronique il y a quelques semaines. Pendant ce temps-là, il y a le Beauvau de la sécurité. On parle de caméras piétons pour les policiers, on parle de médiateurs. Ça va dans le bon sens ? Oui, j'ai porté notamment la loi égalité-citoyenneté où la généralisation des caméras piétons avait été envisagée. Aujourd'hui, le gouvernement semble s'y rallier et c'est tant mieux. Il faut que la caméra piéton soit un élément majeur du bon fonctionnement de l'autorité régalienne dans les quartiers. Alors peut-être pas besoin que les citoyens filment les manifs et mettent ça sur les réseaux sociaux. On peut peut-être rétablir l'article 24 ? Ça, on ne va pas empêcher les citoyens de filmer. Par contre, il est évident que l'article 24 est un chiffon rouge, inutile, sur lequel s'est engouffré M. Darmanin dans une forme de provocation. Je pèse mes mots, de provocation à l'égard des médias. C'était inutile. Et finalement, les bonnes idées qui peuvent aussi exister dans la loi sécurité globale, je pense en particulier à la police municipale de Paris, eh bien, se trouvent aujourd'hui entachées par une forme d'entêtement de sa part. Le Sénat va faire son travail de réécriture et on peut faire confiance à Philippe Bas pour y parvenir. La lutte contre l'épidémie continue. Le Nord, votre Nord, est très touché. On pense à Dunkerque notamment. Est-ce qu'un confinement dur pour écraser le virus, comme le disent les partisans du Covid-0, c'est une stratégie qui vous séduit ? Oui, nous sommes ici sur le plateau de Radio J. J'ai vu ce qui se passe en Israël. 45% de population vaccinée et en même temps un confinement. On a pris en étau le variant, notamment anglais. Et aujourd'hui, les Israéliens peuvent peut-être commencer à réespérer à vivre normalement. Je pense que dans notre pays, on a voulu avoir une position uniforme qui, à mon avis, n'est pas la bonne solution. Dans ma région, à Dunkerque en particulier, où 80% des cas de contamination sont des variants anglais, eh bien, on aurait dû imaginer une formule de resserrage, de confinement, pour ne pas employer un mot qui peut faire peur, mais je le dis quand même, à la demande du maire. Faisons confiance aux élus locaux. On a vu quand on a fermé les commerces et les bars-restaurants à Marseille ou quand on a voulu faire un couvre-feu dans certaines régions, tout le monde criait à la discrimination après. Oui, mais le maire de Dunkerque, lui, a estimé qu'il fallait protéger sa population. Aujourd'hui, sachez-le, monsieur Barbier, alors qu'on est sur une moyenne de 250 cas d'incidence sur 100 000 dans le Nord, en moyenne, on est à plus de 500, plus du double sur la région de Dunkerque, ce qui montre qu'il y a un problème spécifique. Ayons des réponses exceptionnelles à des situations exceptionnelles. Israël, vous l'évoquiez, est en avance sur la vaccination et Israël passe
au passeport vaccinal, le passeport vert, avec un badge pourpre si on n'est pas vacciné ou si on n'a qu'une dose, et un passeport qui permettra de retrouver une vie normale. Est-ce qu'il ne faut pas adopter cette bonne idée en France dès qu'on aura un certain nombre de vaccinés? Voilà, c'est ça la question. C'est que aujourd'hui, nous avons une obligation vaccinale en termes de passeport, c'est pour aller en Guyane. La fièvre jaune. La fièvre jaune, si vous n'avez pas le passeport vaccinal fièvre jaune, vous ne rentrez pas en Guyane. C'est une bonne mesure, mais c'est un vaccin obligatoire pour entrer en Guyane. Ici, notre vaccin, c'est 3,5% de la population française Oui, mais qui est touchée. si on est à 8 millions fin mars, ça commence à faire du monde. Si on est sur une vague positive, et je l'espère pour notre pays, peut-être que cette question pourra se poser. Aujourd'hui, elle ne peut pas se poser parce que le vaccin n'est ni obligatoire, ni suffisamment diffusé. Est-ce que vous pensez que la présidentielle de l'an prochain se jouera en partie sur le bilan de ce gouvernement en politique vaccinale? Entre autres, mais surtout sur les conséquences de la pandémie en matière économique et sociale. C'est l'économique et le social qui va l'emporter. Moi, je pense que les Français n'auront pas oublié ce qui nous est arrivé. J'espère que à l'automne prochain, ce vaccin sera derrière nous. Enfin, ce virus. Voilà, lapsus non révélateur, mais quand même. Voilà, parce qu'il faut des vaccins pour l'éradiquer. À partir de là, développera la crise économique et sociale. Le quoi qu'il en coûte, c'est de gauche. C'est une réponse de gauche. C'est une réponse keynésienne, je vous l'accorde, monsieur Barbier, mais la question du remboursement de la dette et de l'acceptabilité des moyens pour rembourser cette dette se posera. Et j'espère qu'un jour, nous aurons aussi le débat sur la valeur de l'impôt dans notre pays. Aujourd'hui, quand je regarde le rapport Oxfam qui montre que finalement les milliardaires dans notre pays ont réussi à compenser leurs pertes en quelques mois, je me dis quand même qu'il y a une forme d'injustice fiscale qu'il faudra combler. Avant la présidentielle, il y aura les régionales. Arriverez-vous, Patrick Kanner, à faire l'union des gauches, des écologistes dans les Hauts-de-France face à Xavier Bertrand? Je l'espère que nous ferons ensemble l'union des gauches, parce que ensemble on peut être à 25%, éclatés, nous pouvons être éliminés au premier tour. Qu'est-ce qui coince? C'est les Verts qui veulent y aller parce que c'est leur moment, les Verts, ou c'est la gauche plus radicale? Les Verts veulent se compter partout en France, et ils nous tendent la main, mais pour être derrière eux. Le Parti communiste a la même position avec LFI. Il n'y a pas de fatalité à ce que les socialistes soient derrière les uns ou les autres. À nous de trouver les bonnes voies. Mais c'est vrai, je vous le concède, que ce n'est pas encore aujourd'hui la réalité. Eh bien, Patrick Kanner, merci. Bonne journée. Merci à vous.